quelques minutes pour des questions. Donc moi, j'en ai une qui est plutôt en lien avec la présentation de Sadia et qui concerne le développement des lignes directrices en faisant appel à des méthodes in vitro. Donc sur la diapositive où effectivement on avait une comparaison, une répartition des lignes directrices, on voit que par exemple sur la ligne du test cancéro, il y a du in vivo qui est encore développé, alors que ça peut sembler un petit peu étonnant dans le sens où les tests de cancéro sont des tests relativement coûteux et dans lesquels beaucoup d'animaux sont engagés. Et parallèlement à ça, on développe quand même beaucoup de modèles d'organoïdes et dans le cadre de modèles 2D, dans le cadre de la médecine personnalisée, de développement dans le traitement de différents cancers. Et est-ce qu'on a une idée du frein? Est-ce que c'est un frein mécanistique avec une grande variété de cancers alors qu'on a un test qui est relativement simple, je vais dire, au niveau des effets, de l'analyse des effets? Ou est-ce que c'est un manque d'intérêt ou un manque de transposition entre l'utilisation de ces techniques pour la médecine personnalisée et pour soigner les cancers par rapport à des tests de toxicologie? Donc, est-ce qu'on identifie des freins par rapport à ça? Alors, merci pour ta question. Je ne sais pas trop. Alors, pour la médecine personnalisée, moi, ce que j'ai pu comprendre quand même, et ce que j'avais vu à l'Opale, et puis une autre, je crois que c'était Franck Opa, il y a 3 ans, on part souvent de tumeurs humaines, et puis ensuite, on va mesurer l'efficacité d'un traitement. En revanche, dans la ligne directrice de cancéro, c'est évaluer si le produit que l'on teste, que ce soit un produit chimique, un médicament, est-ce qu'il y a un effet cancer? Donc la question est un petit peu différente. On est sur des populations dites normales et on veut savoir s'il y aura un effet secondaire, enfin un effet délétère, un effet néfaste. En revanche, sur la médecine, mais je ne suis pas spécialiste, mais moi sur la médecine personnalisée, souvent on est sur l'efficacité d'un traitement de sujets qui présentent déjà une pathologie, et de ce fait, on a bien évidemment, grâce aux organoïdes, il y a de très belles choses qui se font, on mesure l'efficacité éventuelle d'un traitement pour mesurer éventuellement la résistance ou pas. Alors, les freins, je crois que dans tout ce qui est cancer, mais j'ai vu qu'il y avait François, il est plus spécialisé, il va peut-être pouvoir prendre la parole, François Sichel. C'est beaucoup plus complexe, donc il y a un effet d'exposition, il y a un effet temps, et de ce fait, dans les mécanismes d'action, c'est pas, même si ça paraît simple sur l'allergie cutanée, c'était relativement simple pour définir des tests et associer les différents événements. Dans ce qui est l'induction d'un cancer, ça va dépendre de quel cancer on parle et de quel organe on parle, pour ensuite réfléchir à la mise en place d'une éventuelle AOP. Et là, je crois que c'est pour ça que c'est plus compliqué, quoi. Les freins sont dans la complexité des mécanismes, hein. Et puis, si c'est génotox ou non génotox, enfin, si le produit donc les mécanismes sont quand même plus complexes, hein. Mais voilà, je pense que François peut-être aura plus pourra amener plus de grains au moulin, puisque c'est quand même plus son domaine. Écoute, Sadia, j'ai pas grand-chose à rajouter à ce que tu as dit, parce que effectivement, tu as souligné l'essentiel. Tout ce qui est développé en termes d'organoïdes tumoraux, en tout cas à ma connaissance, hein, c'est des cellules tumorales, et ça vise effectivement à évaluer l'efficacité des traitements. Je connais beaucoup moins de développement qui soit fait sur des systèmes d'organoïdes pour l'évaluation de la cancérogénicité, ou de toute façon, ça n'a pas beaucoup de sens, puisqu'on est quand même in vitro.
hein, et qu'un cancer, c'est quand même in vivo. Après, il y a quand même sur les tests de génotox, il y a sans doute des applications intéressantes qui pourraient déboucher d'organoïdes de cellules faits à partir de cellules ou de mélanges de cellules saines, mais on n'en est pas du tout, à ma connaissance, à aller vers un test de cancérogenèse. Merci. Il y a Francine qui a levé la main. Oui, effectivement, et j'étais intervenue aussi dans le chat. Ça concerne donc cette difficulté que Sadia a mise en avant sur la dernière présentation, enfin donc le dernier exemple qu'elle a présenté, de passer de la méthode développée dans un laboratoire de recherche académique à de la validation. Est-ce que dans ce cadre, Francopa pourrait faire quelque chose? C'était ma question. Et pourquoi, donc, alors que, d'après ce que j'ai compris, Sadia s'était développée en relation avec une entreprise, donc qui était Pierre Fabre, hein, si j'ai bonne mémoire. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas essayé d'aller plus loin dans un processus de validation alors qu'il y avait vraiment un intérêt à ça? Je pense qu'il fallait dédier du personnel plus technique, hein, puisqu'on avait levé certains verrous difficiles qui étaient l'intégration des tests au sein d'une même cellule et ensuite l'activation T, qui a quand même un peu cassé les dents, Élodie, mais on a réussi. Et je pense que là, il fallait mettre du temps de technicien ou d'assistant technique ou d'ingénieur, et c'était plus compliqué. C'est vrai que nous, en tant que équipe dans un institut, à l'INSERM, c'était difficile de dédier ce temps-là sur une validation. Donc, on l'a pas fait. Et c'est vrai que Pierre Fabre ne l'a pas fait non plus parce que c'était à l'instant T, à la suite de la femme thèse d'Élodie, c'était trop cher. Mais est-ce que justement ce qui a été mis en place dans le cadre de Paper, ce qui sera présenté par Philippe Hubert à la fin de la journée, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de l'élargir à d'autres thématiques, hein, puisque Paper c'est dédié aux perturbateurs endocriniens, à la prévalidation de méthodes in vitro pour évaluer la perturbation endocrinienne. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de pousser pour qu'il y ait ce même type d'approche pour d'autres domaines, et en particulier celui que tu as évoqué, la sensibilité? Parce qu'on voit bien qu'on tourne un peu en rond avec ces trous dans la raquette des méthodes substitutives qu'a présenté tout à l'heure Isabelle. C'est un peu la même chose d'ailleurs, je pense, pour les AOP. C'est un sujet de réflexion que je pose pour Francopa maintenant. Francopa de répondre alors. Je ne sais pas si Philippe Hubert est là et s'il veut intervenir. Oui, je suis là et je veux dire que ce qui serait intéressant, c'est de regarder les raisons pour lesquelles les gens ne vont pas jusqu'à une possibilité de validation, parce que le coût est un sujet, encore que je ne suis pas sûr que les équipes connaissent bien finalement le coût. La structure du fonctionnement d'une équipe, et notamment d'une équipe académique, est aussi un sujet, parce que si vous avez des techniciens, ils peuvent rentrer dans une logique où ils font 30 fois, 3 fois la même chose. Mais s'il s'agit de chercheurs, c'est beaucoup moins évident. Donc, et puis le troisième point, c'est que finalement, qu'est-ce que ça apporte vraiment à une équipe académique qu'une méthode soit validée. Donc, ce serait intéressant d'avoir une enquête relativement approfondie là-dessus pour finalement voir si on peut lever les obstacles. Est-ce que parmi les participants, quelqu'un a
aussi une opinion sur, parce que c'est un point fondamental dans le domaine de ces méthodes à visée réglementaire. Hein. Oui, Patrice Raff veut intervenir. Oui, étant dans un des tests qui est en cours de validation avec Pepper, bien sûr, il y a le problème financier, mais il y a quand même un problème aussi de valorisation. Quand on est une équipe académique, mettre en validation un test, ça monopolise beaucoup de personnel, mais la valorisation du travail, elle est quand même limitée par rapport à d'autres travaux de recherche qui pourront se concrétiser par des publications. Et là, c'est quand même très long pour une valorisation qui est faible. Il faudrait trouver des systèmes de valorisation qui pourraient pousser des équipes académiques à se lancer dans ces validations. Oui, moi je pense, Patrice, qu'effectivement c'est un des points essentiels qui bloque le développement de ces tests au niveau des laboratoires du secteur académique. C'est pour ça que je me demande dans quelle mesure il ne faudrait pas pousser des start-up, des entreprises qui auraient à prendre en charge en fait ce travail. Mais pour ça, il faut impérativement qu'il y ait des financements pour le permettre. Bien, merci. Je n'ai pas une question. J'ai peut-être un début de réponse pour Patrice Raff. Alors vas-y. C'est-à-dire que tout d'abord, une méthode, dès qu'elle doit être validée, elle doit déjà avoir fait ses épreuves, c'est-à-dire qu'il faut forcément qu'il y ait déjà eu des publications, quoi. Donc, c'est intrinsèque à la démarche. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas penser qu'une méthode qui rentre, par exemple, au CDE, les parcours d'adoption vers une ligne directrice, ne soit pas challengée. Donc, il y a pas mal de questions qui, à la fois des groupes d'experts ou les coordinateurs nationaux peuvent formuler, qui peuvent amener à un approfondissement méthodologique et scientifique de l'approche proposée et qui peut donner lieu à des publications, quoi. Donc, ce n'est pas complètement contradictoire. Merci. Oui, la problématique en fait de développement des tests du niveau académique jusqu'à leur reconnaissance et leur utilisation est un parcours assez long. Philippe le connaît. C'est vrai que la question de la valorisation scientifique de ces tests via la publication est pas forcément obtenue rapidement, puisque c'est quand même un parcours de longue haleine d'obtenir une reconnaissance au niveau international d'un test par l'OCDE. Donc, les équipes qui s'engagent dans ce type de parcours, je dirais, dans le cadre académique, devraient être mieux reconnues, mais je dirais qu'il faut que le cadre académique, notamment pour les carrières de chercheurs, reconnaisse ce temps et cet investissement au service de la société. Donc, je dirais que tant qu'on n'aura pas résolu ce travail de recherche-développement et de sa reconnaissance par le milieu académique, on aura toujours ce frein, finalement, pour arriver aux nouvelles étapes. Dans un cadre réglementaire, quand on a des développements à faire, dans d'autres cadres, hein, ce sont des laboratoires qui sont dits de référence qui le font en général, notamment dans le champ de la surveillance, par exemple des contaminants. Et c'est vrai que là, on a un soutien à la fois de l'État, puisque c'est dans un cadre de programme de surveillance, et dans un cadre européen, lorsque la surveillance a été mise en place au niveau européen. Donc tout ce cadre de réseau, de laboratoires qui doivent permettre d'avancer un peu plus vite, c'est un des objectifs que l'on a dans le partenariat européen sur l'évaluation des risques chimiques. Mais ça va être, on sait qu'on a un certain nombre de barrières à lever. Donc je dirais qu'il y a plusieurs domaines d'intervention, à la fois le champ de la reconnaissance académique, le champ de la reconnaissance réglementaire, et puis je dirais, in fine, le champ de l'utilisation de ces tests, parce qu'il faut aussi qu'ils soient mis en place par les CRO qui vont les utiliser au bénéfice des industriels. Merci beaucoup. Je trouve que c'est important ce que vous venez de dire là. Et il faut espérer qu'effectivement, il y ait une évolution là-dessus. Bon, donc, Laure, il faut peut-être qu'on passe au point suivant. J'avais juste un petit...
J'avais juste un petit commentaire quand même. Il y a quand même un point qu'il faut rappeler, c'est que lorsque l'on publie quelque chose, les gens les reviewers sont pas forcément très exigeants sur la qualité de la méthode que vous avez employée. Et ça, je pense que s'il y avait plus d'exigences dans les revues par rapport à la rigueur de la description de la méthode, etc., peut-être que le fossé serait moins large et moins immense entre une méthode qu'on a utilisée en recherche et une méthode qu'on veut valider. Parce que nous, quand on a recherché des méthodes qui apparaissaient dans des publications, on s'est aperçu que c'est passé dans la publication, les reviewers s'intéressaient aux résultats, les reviewers n'avaient pas vraiment regardé quelle était la rigueur de la méthode en question. Et je pense que on a parlé beaucoup des carottes tout à l'heure, il y a un petit peu de bâton aussi à mettre dans l'histoire. Oui, alors je suis d'accord avec toi, il y a une réflexion qui est en cours au niveau européen, notamment avec des travaux qui sont portés par le JRC, pour justement rappeler l'intérêt d'avoir plus de rigueur dans l'évaluation des méthodologies, notamment lorsque ces méthodes sont proposées pour publication. Et donc il y a un travail à faire aussi vis-à-vis des éditeurs scientifiques, de demander plus de rigueur dans la validation des méthodes utilisées dans les études. Donc ça passe aussi par la prise de conscience de l'ensemble de la communauté scientifique qui publie ces méthodes. Donc nous, on va mettre aussi un peu de rigueur dans la tenue du temps. Et donc, on va clore cette discussion, malheureusement. Et on va passer donc à la présentation du docteur Vassiliki Kalatis, qui est le lauréat du prix de biologie Alfred Kessler, décerné par la LFDA.